Vous êtes sur la RTG, nous nous excusons de ce retard. Merci de votre fidélité, les titres du journal. Dans cette édition, nous vous ferons découvrir des infrastructures rares, des ponts métalliques situés en route banlieue de Conakry, comme l'ouvrage de franchissement qui relie le quartier de Kisoso à celui d'Anta. Les échos dans un instant. À peine allé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la Société guinéenne de palmiers a eu les DVA. Sogipa entame une tournée de prise de contact dans la préfecture de Youmou, à suivre également dans ce journal. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sili national de Guinée affrontera ce vendredi la Somalie au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. C'est à Abidjan. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'humanité célèbre ce 20 mars la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une occasion de revenir sur le virage préventif porté par la Convention dentaire 2023-2028 à Gasimoba. Il passe de classe en classe pour sensibiliser ses élèves sur l'importance de la santé bucco-dentaire pour le bien-être général. À travers ce geste, ces spécialistes reviennent sur le virage préventif porté par la Convention dentaire 2023-2028. C'est la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cet événement, soutenu par le Programme national de la santé bucco-dentaire, vise à promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène buccale. Les enfants étant le futur de tout un pays, nous avons préféré choisir les écoles primaires de Conakry pour pouvoir passer un message, le message sur la santé bucco-dentaire et surtout sur la nécessité de la prévention. Car la plupart des maladies bucco-dentaires peuvent être prévenues par des gestes qui sont simples, comme le brossage des dents et les consultations précoces. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner des problèmes comme les caries, les maladies des gencives et la perte des dents, ce qui peut affecter la confiance en soi. D'où le thème de cette année, une bouche heureuse, c'est un esprit heureux. La plupart des maladies ont une origine au niveau de la cavité buccale. Donc c'est pourquoi il est important de sensibiliser les enfants et de leur dire qu'il faut qu'ils se préparent non seulement à leur âge scolaire, mais aussi pour le reste de leur vie, avoir une bonne santé bucco-dentaire. Selon les spécialistes, pour prévenir la mauvaise haleine, il est essentiel d'adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. Cela passe par un brossage des dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes avec une brosse souple renouvelée tous les 3 mois. En plus du brossage, l'usage du fil dentaire tous les soirs pour éliminer les résidus alimentaires et une visite annuelle chez le dentiste. Fin de mission pour la 30e équipe médicale chinoise après 18 mois de travail en Guinée, composée de médecins avec des spécialités différentes. Elle a apporté un soutien dans la prise en charge des malades reçus à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Leur départ a fait l'objet d'une cérémonie qui en nomme Roufba Mohamed Pati Kamara. Depuis plus d'1 an, la 30e mission médicale chinoise est en Guinée. Elle apporte son soutien aux médecins guinéens. À l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé, cette mission composée de spécialistes dans plusieurs domaines de la médecine a réalisé des exploits. Après 18 mois passés dans le pays, en appui aux personnels médicaux, dans la prise en charge des patients, elle est magnifiée par le département de la santé. Des satisfaits sont remis à l'ensemble de l'équipe pour le travail accompli. Au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, ils ont consulté 325 malades. Au niveau de l'anesthésie pour l'intervention chirurgicale de toutes catégories confondues, ils ont enregistré 984 malades. En ce qui concerne l'hospitalisation, ils ont enregistré 1992 malades. 1530 cas de consultation et passage aux urgences médicales. Durant leur séjour de 18 mois en Guinée, les professionnels chinois travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues guinéens pour permettre à la population d'avoir accès aux services de soins de qualité. Cette coopération sanitaire sino-guinéenne, vieille de plus de 60 ans, a permis aux médecins chinois et guinéens de partager sur l'évolution de la médecine moderne.
Le chef du département de la santé a salué les efforts de cette mission dans l'amélioration de la santé des Guinéens. J'adresse mes félicitations et mes remerciements aux membres de la 30e mission médicale chinoise en Guinée, dont le professionnalisme et l'engagement au service de nos populations sont exemplaires. Vous avez su, par votre expertise et votre dévouement, renforcer la coopération sanitaire entre nos deux nations, et ce depuis plus d'1 an. Cette cérémonie de reconnaissance de la 30e mission médicale chinoise a été couplée par une rupture collective des cadres et partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En République centrafricaine, l'ambassadeur de Guinée a remis ses lettres de créance au président Archange Touadéra. Après cette phase, des échanges ont permis de relancer les points de coopération entre nos deux pays. Makemedozo. Pour la réception de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, le palais de la Renaissance a arboré les drapeaux des deux pays. Une réception rythmée qui marque la volonté de Bangui de former un pont solide avec Conakry. Le diplomate guinéen est introduit avec solennité auprès du président Faustin Archange Touadéra, à qui il a transmis les fraternelles salutations du président général Mamadi Doumbouya. L'ambassadeur Sékou Camara vit ce moment comme un défi. Celui tout d'abord de remettre ses lettres de créance au président Touadéra, mais surtout celui de participer au renforcement des relations bilatérales entre la République de Guinée et la République centrafricaine. Le président Touadéra m'a rassuré de sa volonté personnelle et de la disponibilité de son gouvernement à m'accompagner dans l'accomplissement de ma mission, qui consiste entre autres à renforcer davantage et à diversifier nos relations historiques d'amitié et de coopération dans divers domaines d'intérêt commun. La Centrafrique est un pays bien connu des Guinéens. Plus de 300 compatriotes y sont officiellement recensés. L'ambassadeur Sékou Camara a pu échanger avec leur délégation pour transmettre un message d'espoir et de fraternité. J'ai rencontré nos compatriotes vivant en RCA depuis des années et qui sont composés essentiellement de commerçants et d'opérateurs économiques, de fonctionnaires internationaux évoluant dans le système des Nations Unies et organismes assimilés, ainsi que des humanitaires. Une belle image de solidarité loin de la terre-mère. L'ambassadeur Sékou Camara promet de veiller sur cette unité qui règne entre les compatriotes en République centrafricaine. Dans notre grand format de ce soir, nous vous faisons découvrir des infrastructures rares. Ce sont des ponts métalliques situés en haute banlieue de Conakry. Il s'agira par exemple de l'ouvrage de franchissement qui relie le quartier de Kisoso à celui d'Anta et le pont Kassouya. L'ancienne Marisila Alphaïsiagaba. L'ouvrage de franchissement qui relie le quartier Anta à celui de Kisoso et ce pont qui est en cours de réalisation ici à Kassouya sont des infrastructures rares jamais réalisées en Guinée. Du métal sur du ciment armé, voici le pont qui relie Kisoso à Anta avec une longueur de 140 mètres linéaires et 15 mètres de hauteur. Cet ouvrage répond à toutes les exigences d'une infrastructure moderne et durable. Un peu plus loin à Kassouya et notre ouvrage de franchissement retient l'attention des passants. Un ouf de soulagement par rapport au passé. L'affaire du pont là, c'était un rêve pour la population de Kassouya. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous voulons des actions concrètes. Et ce que je voudrais dire d'abord, c'est de remercier le président de CNRD, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui a mis tout le paquet pour que ce pont-là, ça soit une réalité. Cet autre pont de Kassouya a une longueur de 193 mètres linéaires et 7 mètres de hauteur. À ce jour, les charpentes métalliques sont presque terminées et la pose des pédales est en cours de réalisation. Ça fait 10 ans que moi je suis là. Nous on était là, il n'y avait même pas de passage, c'était le bois qui était ici. Mais aujourd'hui si on voit ça, on est content. Mais surtout si vous accélérez aussi le travail. Parce qu'on a beaucoup payé le transport. Ça nous fatigue un peu.
avec la population, avec les difficultés qu'il y en a. Donc il faut faire vite, accélérer encore davantage. On est vraiment fiers de vous et très contents. Vraiment, ce que j'ai vu ici, le travail est en train de se reproduire. Vraiment, moi, je donne courage à mon président de travailler plus que ça encore. Vraiment, je le félicite. C'est notre président. La finition, ça va nous aider parce qu'il y aurait la facilité, il y aurait la circulation. Ce n'est pas tout. Toutes les deux infrastructures disposent des passages piétons. Après plusieurs années de calvaire, les habitants de cette partie de Conakry vont bientôt se frotter les mains avec la fin prochaine des travaux. Ça nous donne des avantages de ne plus maintenant aller de Kassoya à Bentroaya. On ne peut plus maintenant prendre le taxi de 36 à Bentroaya. C'est une raccourci pour nous. Donc vraiment, c'est une bonheur pour Kassoya. Les travaux de construction du pont reliant le quartier Anta à celui de Kisoso et le pont de Kassoya sont estimés à plus de 80% d'exécution. Sur les deux chantiers, aucun technicien n'a voulu se prêter à nos questions. En attendant, les travaux évoluent à grands pas pour le bien des usagers des zones concernées par ce gigantesque projet. Et pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction du futur siège de la direction régionale du Fonds de développement social et de l'indigence de Kindia, une mission s'est rendue sur le chantier pour le constat à la suite avec Sona Sagno. À Kindia, la délégation de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence est sur le site de construction du bâtiment R+2 devant abriter la direction régionale de la dite institution. La mission est venue s'assurer de l'état d'avancement des travaux du chantier. Nous sommes très heureux par rapport à l'état d'avancement puisque le chantier est à taux de 55% de réalisation et l'entreprise s'est engagée à le rendre dans un délai maximum de 2 mois. Donc nous avons instruit à ce que les travaux qui peuvent être empiétés par la saison des pluies, que ces travaux soient réalisés maintenant pour que le délai soit respecté. Cette activité est inscrite dans le contrat de performance signé à la ministre et le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, qui est un objectif qui doit être un résultat de cette année. Ce que j'ai vraiment constaté qui m'a plu, c'est l'engagement personnel de monsieur le directeur général, qui a tenu à contrôler jusqu'au fond détail. Vraiment, ça m'a réjoui, surtout la qualité du matériel utilisé. L'infrastructure comporte 13 bureaux, une salle de réunion et 2 salles d'accueil. L'entreprise Atlantique BTP, qui assure l'exécution des travaux, s'active pour le respect du délai contractuel. Je remercie vraiment la délégation. Je suis très ravi, surtout l'arrivée de monsieur le directeur général du fonds. Et j'ai vu combien de fois il tient beaucoup à l'édifice. Parce que celui qui part toucher son doigt jusqu'à ce qu'il prenne les câbles à main, c'est vraiment, il tient beaucoup à ça. Nous ferons notre possible d'ici l'hivernage pour respecter quand même les 2 mois. Nous ferons notre possible. Pour mieux répondre aux attentes des populations de Kindia, la mission à travers le directeur général se dit satisfaite et a invité l'entreprise contractante à plus de rigueur pour le respect des clauses du contrat conformément au cahier de charges. Dans la ville Carrefour, des initiatives présidentielles se multiplient. La trésorerie régionale de Mamou verra bientôt jour. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi dans le quartier Serré, situé à 7 km du centre-ville. Financés par le budget national de développement, les travaux de construction de ces infrastructures seront exécutés par l'entreprise Macam pour un délai d'exécution de 12 mois. Mamadou Paté-Baldé. Dans ce quartier de Serré, situé à environ 7 km du centre-ville, un autre projet est en voie de réalisation. Il s'agit du bloc administratif et des logements de la trésorerie régionale de Mamon. Financés par le budget national de développement, les travaux de réalisation de ces infrastructures seront confiés à l'entreprise Macam Charles pour un délai contractuel de 12 mois. L'objectif principal de ce projet est de moderniser notre administration publique en offrant un environnement de travail amélioré aux agents du Trésor public et un meilleur accueil aux citoyens. Nous contribuons à renforcer la confiance entre l'État
et les administrés. Vous ne vous tromperez pas de suivre les idées du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui est en train de développer toute la Guinée en un petit record de temps. Donc, si nous acceptons de le suivre, il pourra nous aider, il pourra développer notre pays. Le représentant du ministre de l'économie et des finances a salué cette volonté politique du chef de l'État qui vise une gestion plus efficace et transparente des finances publiques en Guinée. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. À cet effet, votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministère de l'économie et des finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Quartier Serré constitue donc une zone de prédilection du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, où plusieurs infrastructures sont exécutées. À présent, ce communiqué du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Dans le cadre du programme de constitution des réserves foncières de l'État, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, constate avec regret et amertume les spéculations sur le foncier du corridor du projet Simandou, couvrant l'axe ferroviaire Forêt-Caria-Kérouané. Il informe l'ensemble des citoyens et des acteurs du secteur foncier de la mise en place de nouvelles mesures visant à protéger et à valoriser le patrimoine foncier de l'État conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme portant constitution des réserves foncières au profit de l'État. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, toute transaction foncière est et demeure interdite sur une bande d'au moins 15 km de part et d'autre de l'emprise des voies ferrées Forêt-Caria, Kérouané, Beila. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'au-delà des emprises de 15 km, l'État dispose des réserves foncières et naturelles dans la zone du corridor qui ne doivent en aucun cas faire l'objet de spéculation et d'occupation. Cette mesure vise à assurer la disponibilité de domaines pour les futurs projets d'infrastructure et de développement. Toute transaction foncière effectuée en violation de cette interdiction sera nulle et de nul effet et les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par la loi. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, invite toutes les autorités locales, les professionnels du foncier, ainsi que l'ensemble des citoyens à se conformer strictement à cette disposition et à collaborer activement à la mise en œuvre du programme de constitution des réserves foncières de l'État, garant de la sécurisation et de l'optimisation du patrimoine foncier. Conakry, le 20 mars 2025, Mori Kondé, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. À Kouroussa, bientôt le lancement des travaux de construction du tout premier siège de l'UNOG. L'annonce a été faite par son président, Elhadj Tidiane Koïta, lors d'une cérémonie de remise de riz aux imams, groupements féminins et autres citoyens. Plus de détails avec Fodé Bangali Fofana. Parmi la dizaine de préfectures dans lesquelles cette activité d'orpaillage est pratiquée dans notre pays, Kouroussa sera la première à avoir le siège pour les orpailleurs. Cela compte tenu du rôle de premier plan joué par cette préfecture dans la pratique et son apport dans l'activité. Une occasion mise à profit par le premier vice-président de l'UNOG pour procéder avec les autorités administratives préfectorales et communales de Kouroussa à la pose de la première pierre pour la construction du tout premier siège de l'UNOG à l'intérieur du pays. Kouroussa a joué un très grand rôle dans l'UNOG, voilà, parce que c'est un peu la capitale de l'or. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de commencer par Kouroussa. Profitons pour cette occasion pour remercier
les autorités de Kouroussa, mais aussi remercier le gouvernement du CNRD et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour, n'est-ce pas, son programme de refondation. Les autorités préfectorales et communales affichent leur volonté et leur détermination à accompagner l'UNOG dans la concrétisation de ce projet. C'est un sentiment de satisfaction que Kouroussa soit cité ou pris comme première préfecture pour lancer les travaux de construction des sièges de l'UNOG. Cela est un fait de confiance, c'est un fait qui prouve que Kouroussa n'est pas en reste des préoccupations de l'UNOG. Ici à Kouroussa, c'est le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, UNOG, qui vient encore faire preuve de générosité en offrant quelques sacs de riz aux fidèles musulmans de cette commune urbaine. Les imams, les groupements féminins, les personnes vulnérables, le doyenant sont les heureux bénéficiaires de ce don. Dans l'actualité encore, lancement des travaux de reprofilage des voiries dans les quartiers Sogbe et Djassafé-Koura. Dans Kissidougou, le préfet dès après cette opération s'est rendu dans le village de Farawaya sur le site du corridor pour sensibiliser les citoyens après un accident de travail. Les détails avec Ibrahima Oulé Fofana. La ville de Kissidougou est en pleine transformation. Les autorités locales ont lancé une opération de désenclavement de certains quartiers, notamment Djassafé-Koura et Sogbe. Cette opération, c'est pour améliorer l'accès et renforcer la connectivité pour les résidents. Les travaux de reprofilage des voiries sont lancés par le préfet. On est en train d'accompagner le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est ça qu'on appelle à Kissidougou la refondation. Donc je demande à tous les chefs de quartier d'imiter le chef de quartier de Sogbe 2. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire pour la population de Kissidougou. C'est le moment de féliciter nos partenaires russes qui ont bien voulu mettre leur engin à la disposition de notre commune urbaine, de notre quartier, pour permettre à cette population vraiment de circuler librement. Du quartier Sogbe en passant par le secteur Djikourani jusqu'au quartier Djassafé-Koro, de nouvelles voiries sont ouvertes pour le bien-être des habitants de ces quartiers. La même activité salvatrice touche le secteur plateau dans le quartier Sogbe 2. Comme la commune avait donné des marchés de proximité à certains quartiers, dont Sogbe 2 dans le secteur de Djikourani, maintenant qui était enclavé. Je suis venu prendre l'initiative qu'il faut aider le gouvernement. En parallèle, un événement tragique a frappé la communauté. Sur le site du chemin de fer Simandou, un accident de travail a entraîné la perte d'un travailleur, plongeant sa famille et ses proches dans le deuil. Pour exprimer leur solidarité, le préfet et son cabinet se sont rendus à Farawaya, un village situé dans la sous-préfecture d'Al-Badaria, où ils ont présenté les condoléances. Ce geste vise à apporter du réconfort à la famille touchée et à sensibiliser les populations sur l'importance de la sécurité au travail. Mais avant, un tête-à-tête a eu lieu entre les autorités, la société et les habitants de Farawaya. Dans un autre registre, le personnel du 2e contingent des nouveaux fonctionnaires du centre d'instruction de l'armée de mer a regagné cet après-midi Conakry après avoir suivi une formation civilo-militaire intensive. Ils ont été chaleureusement accueillis au Kalfaya Diallo où leur intégration a été célébrée. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. À bord de ces camions militaires, le 2e contingent du programme d'induction de nouveaux fonctionnaires de l'administration guinéenne. Ils reviennent du centre d'instruction de l'armée des mers pour leur formation civilo-militaire. Ce programme cohérent, mis en place par le gouvernement guinéen, vise à inculquer à ces fonctionnaires les valeurs de la République. Ce sont des formations qui doivent être en vous maintenant. Vous vous en êtes imprégnés. L'idée, c'est de vivre tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis. Il faut que ça fasse partie de votre vie. Et aussi, vous êtes des fonctionnaires. Et donc, qui dit fonctionnaire, dit intégrité, dit loyauté, dit respect d'intérêt général
et dit respect des principes et normes qui régissent l'administration publique en toute loyauté. Le premier groupe est passé, ils ont fini leur formation. Le deuxième groupe aussi vient de finir sa formation et ça s'est très bien passé dans l'ensemble. C'est le lieu de remercier M. le chef d'état-major général des forces armées qui a mis tout en œuvre pour la bonne marche de cette formation. Pendant plusieurs semaines, ces nouveaux fonctionnaires ont bénéficié de plusieurs modules de formation militaire et professionnelle. Ils comptent apporter leur contribution pour une administration moderne au service de la nation. Durant ce processus, nous avons appris assez de choses sur l'armée. Nous avons appris aussi quelques matières dont on ne savait pas. Il faudrait comprendre que l'armée est très bien structurée. Donc on ne peut pas le connaître comme ça, étant dans la maison, étant dans les quartiers, ainsi de suite. Mais c'est dans ce centre qu'on a compris réellement l'importance de l'armée au sein de notre communauté. Le reste de cette course, en provenance de Kindia, est également attendu à Conakry dans les prochains jours. Ce programme d'induction constitue un acquis important pour les autorités de la transition, avec à leur tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Dans le sous-secteur de la sécurité privée, le constat révèle que certaines entreprises exercent dans l'illégalité. C'est pourquoi l'Office de régulation du dit secteur sera désormais accompagné des services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité sur le terrain. Une synergie d'action qui intervient à une période où la deuxième phase du démantèlement des entreprises de sécurité privées illégales sera bientôt déclenchée. Karim Kamara. Dans un contexte de réforme, la traque des entreprises de sécurité privée illégale se poursuit. Ce combat de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile bénéficie désormais d'un soutien pas des moindres, celui des services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de la police nationale. Dans les locaux de l'ORASPC, le directeur central de la CMIS discute des mécanismes devant être mis en place pour cet accompagnement. Nous avons constaté que les hors-lois ont changé de stratégie. Actuellement, ils n'ont plus de siège, mais les agents sont déployés sur les sites. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut aller passer un message auprès des agents de sécurité concernés et les clients qui ont donné des contrats à ces sociétés-là. Cette fois-ci, nous devons nous faire accompagner par des éléments de CMS pour venir interpeller ces agents et les traduire devant les autorités compétentes. La rencontre regroupe les différents chefs de service des CMIS, le commandant de groupement et les chefs de division. Leur rôle, prêter main forte au service inspection de l'ORASPC sur le terrain. Vu l'anarchie dans ce secteur, l'ORASPC a un vrai engagement auprès de l'État pour réglementer ce secteur. Avec l'accompagnement de la CMS, ça c'est un surplus à l'ORASPC. Si nous rentrons dans le cadre du maintien de l'établissement d'ordre, surtout de l'établissement d'ordre public, notre mise en œuvre tactique, c'est l'autorité civile qui nous met en mouvement en nous délivrant une demande de compte. Nous sommes prêts, sur tous les plans, contre vents et marées, à accompagner l'ORASPC. Et les instructions de la haute hiérarchie sont très claires en la matière. Cette réunion est le prélude de la deuxième phase des opérations de démantèlement à Conakry et dans l'arrière-pays des entreprises de sécurité privée illégales pour que force reste à la loi. À peine installé dans ses fonctions, le nouveau directeur général de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA qui a entamé une tournée de prise de contact dans la préfecture de Yomou. La première rencontre a été faite avec les autorités locales, les populations et leaders coutumiers des communes rurales de Djeké et de Bignamo. La suite avec Saléouba. Saléouba. L'un des objectifs majeurs de cette visite est de transmettre aux populations locales un message de salutation et de soutien de la part du chef de l'État et du ministre de l'Agriculture. Un message axé sur l'importance de la culture de la paix, de l'unité et du vivre ensemble, mais aussi sur l'engagement des travailleurs à relever le défi du développement de la Sogipa. Rencontrer des personnes qualifiées, des personnes engagées, des personnes motivées à m'accompagner. Donc, je suis humble devant cette motivation, cet engagement. Je pense que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a bien voulu placer en nous le souhait de relever le défi, le souhait de mettre la Sogipa à un niveau de développement et de croissance.
Au-delà de ce message institutionnel, le directeur général a échangé avec les différentes couches sociales de la localité. Il a ainsi recueilli les préoccupations des autorités locales, des travailleurs et des acteurs impliqués dans le fonctionnement de la SOGIPA. Ça nous donne de l'espoir à plus d'un titre, à partir du moment qu'il nous a fait preuve et montre d'écoute. Et le fait d'étaler non seulement son programme, c'est pas lui qui a la solution, mais ensemble que nous allons trouver la solution de sortie de crise de cette entreprise. Cela nous va droit au cœur et vous avez entendu les vieux, les sages, ce qu'ils ont dit. C'est une première qu'ils viennent le même jour dépasser Dieké où se trouve son siège, venir à Bignamou. Cela nous réconforte. Cette première visite placée sous le signe de l'écoute et de partage augure de belles perspectives pour la gestion future de la société guinéenne de palmier à huile SOGIPA. L'occasion pour le directeur général de réaffirmer son engagement à travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour assurer un développement durable de la filière palmier à huile et EVA. La Haute-Guinée et la Guinée forestière sont des zones d'intervention du service national de la promotion rurale et du conseil agricole. Les conseils agricoles de ces deux régions ont récemment bénéficié d'une séance de renforcement de capacité pour le compte du projet de gestion intégrée des paysages dégradés pour des systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés. Il est conçu pour cerner le contour de l'agriculture durable dans le registre de protection de la nature. Diamant Kaba. Au service national de la promotion rurale et du conseil agricole, la protection de la nature est l'une des feuilles de route à baliser. Dans la région forestière, la ville de Massienta accueille ce rendez-vous des paysans pour une résilience des systèmes alimentaires. La coopération est renforcée pour contribuer à mettre en place des conditions favorables pour le développement de l'agriculture durable. Même ambition à Cancan pour restaurer les paysages dégradés. Les conseillers agricoles et points focaux des zones d'intervention sont à l'œuvre pour un exercice de simulation du terrain. Les regards se croisent en classe pour cerner les techniques de lutte contre la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de l'agroforesterie, la promotion de l'agriculture intelligente. Donc, c'est toutes ces pratiques-là qui sont en train d'être développées par le Centre de recherche agronomique de Bordeaux et de Sérédou et qui vont faire approprier nos agents agricoles, donc les agents du CEPROCA, qui sont vraiment les maîtres d'œuvre dans ce sens, qui appuient les producteurs dans les champs agricoles. Derrière cette approche du service national de la promotion rurale et du conseil agricole, le Fonds pour l'environnement mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit de revaloriser le projet de gestion intégrée des paysages dégradés pour des systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés en Guinée forestière et la Haute-Guinée, et un pilier essentiel pour une transition vers un avenir plus équilibré dans le monde rural. Dans le même registre, vers la mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie de Guinée. Après la validation des termes de référence, un congrès national électif permettra de constituer l'équipe dirigeante. L'objectif recherché est de promouvoir la vie associative au sein de ces différentes corporations, avec pour double enjeu la professionnalisation des producteurs et la protection du couvert végétal. Foulé Camara. Interface entre l'État et les acteurs du développement rural au sens le plus large, la Chambre nationale d'agriculture poursuit ses réformes de structuration du monde rural. Dans cet élan de professionnalisation, le processus de mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie est officiellement lancé par le président de la Chambre nationale d'agriculture. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de M. le Président de la République et tout ce qu'il est en train de mettre aujourd'hui en place, si on n'a pas de base, on ne peut pas évoluer.
Par exemple, on a reçu des gens la fois dernier-ci qui sont tellement intéressés des cacao et café qui sont prêts à financer plus de 45 000 tonnes. Je vous assure, je quitte ici. Je suis convoqué au niveau de la présence qui veut parler des cafés aussi avec des Marocains. Mais si on regarde au fond, il n'y a rien. Et c'est hier que j'ai appris tout le cacao qu'on a aujourd'hui en Guinée, ça vient de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui de le faire nous-mêmes. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire? Parce qu'on n'est pas structuré. Pour la mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie, les travaux d'élaboration et de validation des termes de référence tiennent compte des avis des représentants des corporations professionnelles, de chasseurs, guérisseurs et pépiniéristes. Ceci avec l'implication des ministères de l'Environnement et de l'administration du territoire. Ça va beaucoup changer parce que nous savons qu'actuellement, il y a assez de problèmes sur le terrain qui sont dus à la non-organisation de nos acteurs. Ça nous cause assez de problèmes et au niveau des acteurs eux-mêmes, mais aussi au niveau de l'administration. Ça va commencer par la création des unions et ces unions-là vont se transformer en fédérations et les fédérations vont aboutir à la confédération de la foresterie guinéenne. Pour ne pas naviguer à vue, un chronogramme est préétabli, entre autres activités à exécuter à court terme. La création de la Fédération nationale des chasseurs et guérisseurs de Guinée et la réforme de la Fédération des professionnels de la filière bois. Tout ce travail aujourd'hui est chiffré à un budget de 933 millions de francs guinéens qui doit normalement être financé par la Chambre d'agriculture, au minimum à hauteur de 70%, ce qui équivaut à 653 millions. Et la Chambre nationale d'agriculture est engagée à mettre les moyens pour la mise en œuvre de cette activité pour ne pas que ces réflexions restent dans les tiroirs comme nous avons l'habitude de le constater dans la plupart des cas. Ces travaux de réorganisation profonde de cette filière stratégique seront bouclés par la tenue du Congrès national électif après l'Assemblée générale constitutive de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie de Guinée. Nous poursuivons cette édition lutte contre les mutilations génitales féminines. En décembre 2021, le projet transfrontalier Guinée-Bissau pour l'abandon des MGF a été initié pour une durée de 3 ans par plan Guinée financé par le gouvernement allemand à travers le BMZ. À son terme, plusieurs partenaires techniques et financiers ont été mobilisés à Koundara. La suite avec Sarafdine Diallo et Nabilaï Kamara. Ce projet transfrontalier de 3 ans de lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines, excision et l'autonomisation des femmes et filles dans les préfectures de Gawal et Koundara en Guinée et Boé et Piché en Guinée-Bissau qui a fait tache d'huile dans les 150 communautés a été initié par le plan international avec l'appui des gouvernements allemands à travers le BMZ. Après 3 années, n'est-ce pas, de mise en œuvre de ce projet transfrontalier de lutte contre les mutilations génitales féminines avec la Guinée et la Guinée-Bissau, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités parce que c'est un projet pilote. Arrivé au terme de 3 ans, ce projet transfrontalier Guinée et Guinée-Bissau qui a touché près de 19 000 bénéficiaires à travers les ONG Aprodej et Agibet. Plan international a mobilisé à Koundara tous les représentants des parties prenantes à sa clôture. La formation que nous avons suivie nous a beaucoup aidé à savoir sur l'exigence et sur le mariage précoce, les dangers que ça peut causer. Et nous ne voulons pas que le projet soit clôturé pour toujours. Une clôture du projet mise à profit par plan international pour rappeler les résultats positifs obtenus pendant la vie du projet. C'est bien fait qu'on intéresse les 2 frontières parce que si on traite la maladie aux côtés de la Guinée, avec les sous-préfectures ou les préfectures frontalières, si on n'associe pas, parce que c'est la même famille, c'est la frontière seulement qui nous différencie, on n'allait pas pouvoir les guérir. La pérennisation et l'amélioration des résultats obtenus sur les droits des filles et femmes durant le projet doivent obéir nécessairement à l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour les communautés.
À Dubrek, célébration différée de la Journée internationale des droits des femmes. La rencontre a mobilisé à l'Institut supérieur des arts Maurice Kanté des femmes venues de différentes concessions scolaires de la préfecture. Au cœur des échanges, les mécanismes institutionnels de promotion de leurs droits. Abdul Karifa Keita, Falilou Diallo. À Dubreka, comme partout en Guinée, l'autonomisation de la couche féminine se pose en termes de défis. Venue des différentes couches sociales de la cité, elle s'abreuve des mécanismes institutionnels de la promotion des droits des femmes. Un changement de mentalité et de paradigme que comptent atteindre les organisatrices de cette rencontre de partage sur les problématiques de la femme dans cette commune urbaine. À travers des réformes engagées et refondation de l'État, les femmes de la commune urbaine de Dubreka, notamment les enseignantes de la commune urbaine de Dubreka, réitèrent au gouvernement du général Mamadi Doumbouya leur engagement sans réserve à l'accompagner dans ses nobles tâches. À travers cet exercice, les femmes de la délégation scolaire de la commune urbaine affiliée au réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest voudraient toucher le maximum de conscience dans cette croisade contre les stéréotypes liés au genre. Nous osons espérer que les prochaines nominations qui vont suivre, beaucoup de femmes talentueuses, compétentes, compétitives vont être promues à des postes de responsabilité pour le salut de notre République et pour le développement de notre pays. La Journée internationale des droits des femmes, c'est pas seulement pour les femmes qui pleurent, c'est aussi pour les femmes qui veulent arrêter de pleurer. Et donc c'est les encourager à se présenter, à oser changer de statut, à dire oui c'est possible, je peux être une simple enseignante, me former à être directrice d'une école. Au cours d'un panel, les différentes contraintes liées à l'émancipation de la femme ont été évoquées, tout comme les luttes menées par les dévancières rappellent les faits aux enseignantes de passer le message d'équité et d'émulation dans les concessions scolaires pour un changement de comportement et de mentalité. À l'Agence belge de développement, la contribution des femmes au maintien de la salubrité publique est en débat. En ce mois qui leur est dédié, un panel est animé sur la question. Il a regroupé l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des déchets à Conakry. Guénéon Sané nous signe ce reportage. En répondant à l'invitation de l'Agence belge de développement Enabel, ces acteurs impliqués dans l'assainissement en Guinée échangent sur les solutions menées pour la bonne gestion des ordures. Il s'agit de mettre en lumière le rôle capital de la femme dans le maintien de la salubrité, surtout en ce mois dédié à la cause féminine. Les femmes ne sont pas seulement des victimes passives de l'absence d'assainissement. Elles sont également des actrices essentielles du changement. Leur participation active dans les projets d'assainissement peut contribuer nécessairement à des solutions efficaces et adaptées aux besoins réels des communautés. À l'AMU, nous avons discuté des moyens de renforcer notre autonomie, d'améliorer nos pratiques et de sensibiliser notre communauté à l'importance d'une gestion durable des déchets. Ce panel se positionne comme un tremplin vers la transformation de la problématique de la gestion des déchets en opportunité de création de l'emploi et de la richesse en Guinée. Parler de la gestion des déchets solides et donner les expériences que Kaloum a eu à mettre en place et les actions menées et éventuellement les défis. Et Madame Femme, elle est au milieu de tout et elle a une responsabilité qui est très importante par rapport à la gestion des déchets solides. Il faut que, en tant que femme, que nous prenions beaucoup plus de responsabilités. À ce jour, plusieurs actions sont menées par le gouvernement à travers le Service national de la salubrité publique et l'Union européenne par le biais de l'Agence belge de développement. Le but est de faire en sorte que les projets de gestion des déchets soient renforcés en Guinée. Promotion de l'éducation civique à Kissidougou. Le mouvement citoyen lance ses activités dans la commune urbaine. L'objectif est de sensibiliser et faire adhérer des jeunes au programme de développement et d'action citoyenne. Souleymane Kouyaté, Ali Badra Kondé.
Dans cette salle des fêtes de la commune urbaine de Kissidougou, une activité citoyenne est organisée. Elle rassemble les jeunes et femmes de la préfecture de Kissidougou. Son objectif est d'adhérer les jeunes à la promotion de l'éducation civique et à la culture de la paix dans la commune de Kissi-Farmaya. Le programme est lancé par le mouvement citoyen. Nous étions là ce matin pour le lancement du mouvement citoyen, un mouvement que nous avons mis en place il y a au moins 1 an. Et dans le cadre informel, on a mené déjà beaucoup d'activités à Kissidougou, notamment des assainissements des femmes au processus de transition, mais par rapport aussi à la promotion et à la consolidation surtout de la paix. À travers des sketchs islam, ce mouvement compte renforcer la sensibilisation des jeunes dans la croisade pour une paix durable. Pour garantir une participation active et éclairée des jeunes, des programmes d'éducation civique doivent être mis en place afin qu'ils comprennent non seulement les mécanismes de gouvernance, mais aussi leur rôle essentiel dans le processus démocratique. Quand les jeunes se retrouvent et qu'il y ait des initiatives comme ça allant dans le cadre de la consolidation de la paix dans notre commune, moi je pense que c'est une très bonne chose pour nous les autorités préfectorales et communales, parce que même si nous avons des initiatives ou des actions de développement à mettre en place, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de quiétude, je pense que toutes ces actions ne seront pas mises en œuvre. Mouvement citoyen est une organisation qui exhorte les populations à faire preuve de civisme dans le développement de la Guinée. Au terme de la rencontre, des satisfecits ont été remis aux membres du mouvement citoyen et certains cadres de la préfecture de Kissidougou. L'actualité, c'est aussi cette cérémonie de remise de vivres et non-vivres aux victimes de l'incendie de Djatif. C'est l'élan de solidarité vis-à-vis des sinistrés. Mikine Moussa Kamara, Saïdou Diallo. Des vivres et des kits vestimentaires à Gessia. Ils sont destinés aux sinistrés de Djatifere, un village de Tinguiraï qui a été dévasté par un incendie dans un passé récent. Les victimes ont lancé des messages de soutien pour réhabiliter leur village. Des ONG commencent à se manifester en réponse à cette tragédie. C'est le cas de l'association Mandengbere qui porte main forte aux habitants de ce village en guise de solidarité. Quand il y a le feu, il n'y a pas d'habillement. Quand il y a le feu, même l'alimentation, même la nourriture, il n'y en aura pas. Donc nous envoyons les habits pour les enfants, pour les femmes et pour les hommes. En même temps, nous envoyons les vivres pour les aider à se faire pour la nourriture. Ça ne suffira pas complètement, mais on les assiste. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Nous remercions les donateurs pour ce geste important. Nous sommes heureux de cette initiative. L'État guinéen a été le premier secours de ce sinistre. Ce geste accompagne les efforts du gouvernement guinéen dans la zone. À l'occasion du Mansan de Ramadan, l'association des oulémas et imams de la Guinée forestière a organisé une rupture collective au domicile du doyen Elhadj Amadou Togba, une occasion de formuler des prières et bénédictions pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Ali Badra Kondé, reportage. Chaque année, pendant le mois saint de Ramadan, l'association des oulémas et imams de la Guinée forestière se retrouve pour organiser une rupture collective. Ici, chez leur doyen Elhadj Amadou Togba, ces oulémas et imams de la forêt expliquent l'importance du Ramadan. Le jeûne peut protéger les musulmans contre l'enfer. Toutes les portes ou tous les portails de l'enfer seront fermés. Et les portails du paradis seront ouverts. Donc c'est un avantage pour tous ceux et toutes celles qui vont jeûner. En ce jour de carême, à l'approche de l'Aïtou Gadri, un jour béni, et nous prions que toutes les prières qui ont été faites ici, que Dieu l'accepte pour la paix, pour l'unité et la solidarité.
Sans la paix, il n'y a pas de développement. À travers cette conférence débat, ces religieux ont échangé sur les questions liées aux vertus de l'islam, à savoir la piété, la crainte de Dieu, la lecture du Saint-Coran. Le conférencier a mentionné l'un des principes du genre, c'est-à-dire que les musulmans puissent se retrouver, faire la rupture ensemble. Je crois que c'est très bénéfique. D'abord, primo, ça permet de renforcer la cohésion sociale. Ça permet de parler de la paix dans le pays. Ce que nous avons fait aujourd'hui ici, c'est comme si nous sommes tous des mêmes familles, des mêmes frères et sœurs. Et Elhadji Togba est notre père. Il nous a assistés pour donner l'hommage à tout le monde. Au cours de cette rupture, des prières ont été formulées pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Troisième grand titre de cette édition, le Syli national de Guinée affrontera ce vendredi la Somalie au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. C'est à Abidjan. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. À quelques heures de ce match attendu, des séances d'entraînement ont eu lieu, de même que la mise en place de l'équipe. Voyons tout cela avec Moussa Komara, Manga, Mori Kamara et Djibril Kamara. La rencontre Guinée-Somalie, 5e match du Syli national de Guinée dans le groupe G. 4e de son groupe derrière le Botswana avec 6 points. L'équipe nationale guinéenne affronte la Somalie avec un objectif précis, arracher les 3 points. Ce sera serré jusqu'au bout, du moins on l'espère. Maintenant, on a 3 points de retard sur les 2 premiers. Il s'agit de combler ce handicap-là et on n'a pas trop de droit à l'erreur. Il faudra prendre un maximum de points. Donc, surtout que l'Algérie a gagné en Ouganda, elle a gagné au Mozambique. Donc, si on veut rester dans la course, c'est important pour nous de bien négocier ce match. Contre la Somalie, prendre les 3 points parce que c'est indispensable. Pour mieux aborder les matchs contre la Somalie et l'Ouganda, plusieurs joueurs longtemps absents pour des cas de blessure sont de retour. Mokhtar Diarabi et ses coéquipiers sont déterminés pour les 2 matchs. Tout le monde souhaite jouer une Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée a le droit de rêver et pourquoi pas se qualifier à une Coupe du Monde. On va essayer de donner le maximum qu'on a et essayer de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Pour le match de demain, nous avons informé toutes les communautés d'Abidjan et même les communautés de l'intérieur pour que tout le monde demain soit au stade Ebimpe, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, pour supporter notre tricolore national. Le Syli national de Guinée a désormais son destin en main. Après la victoire du Mozambique 3-1 contre l'Ouganda, 12 points et leader du groupe. L'équipe nationale de Guinée doit impérativement gagner ces 2 rencontres pour se relancer dans le groupe G. Le coup d'envoi de ce match, Guinée-Somalie, c'est ce vendredi à 21h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe d'Abidjan. Commémoration de la 21e année du décès du feu Rajo Diallo, fondateur du parti UPR. Un hommage lui a été rendu au siège du parti à travers une lecture du Saint-Coran. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du pays. Moussa Kouyaté, compte rendu. Rajo Diallo, figure historique de la politique guinéenne et père fondateur du parti Union pour le Progrès et le Renouveau. 21 ans après sa disparition, la Guinée se souvient encore de lui. Rajo Diallo, je garde de lui le souvenir d'un homme pondéré, très sage, avec une communication toujours non violente. C'est une figure historique du multipartisme guinéen. Je pense qu'ils ont donné une leçon. Nous devons tous ensemble valoriser cette leçon de cohésion sociale, d'unité nationale et de paix pour le développement, la prospérité de la Guinée. À l'occasion de cette commémoration, les cadres du parti ont organisé une lecture du Saint-Coran à son siège en ce moment de Ramadan.